Abel Bonnard est un écrivain et homme politique du début du XXe siècle. Il est contemporain de Jacques Bainville, de Charles Maurras et d'Édouard Berthe. Il naît à Poitiers et il a une relation privilégiée avec sa mère qui l'instruit dès son plus jeune âge. En effet, elle lui fait lire Homère, Sophocle, Virgile et La Fontaine. Avec de pareils tuteurs, Abel Bonnard progresse très vite et il sait lire et écrire à 4 ans. Lorsqu'il atteint l'âge de 6 ans, sa mère le met à l'apprentissage du latin et du grec. Suite à un déménagement familial un peu plus tard, il se retrouve au lycée de Marseille où il est marginalisé. Il se marginalise en fait quelque part lui-même puisqu'il a un caractère plutôt solitaire et qu'il préfère ne pas être noyé dans la masse. Il devient un élève désinvolte à Marseille, mais brillant. Il passe plusieurs étés en Corse, puisqu'il a des tantes qui y habitent, et il passe ses étés chez elles. Et là-bas, lui naît le projet d'écriture d'un Napoléon qui n'aboutira malheureusement jamais. Plus tard, lorsqu'il devient adolescent et lycéen, il se rend à Paris, au lycée Henri IV, puis il intègre la formation Cagne de Louis le Grand. En revanche, plutôt que de fréquenter les cours et les professeurs, il préfère se rendre aux courses hippiques avec certains de ses camarades. Il se rapproche, durant ses années parisiennes, des idées de Paul Déroulède et de Maurice Barrès. Malgré de nombreux camarades, il continue à s'isoler car il préfère la réflexion solitaire que l'action noyée dans le groupe. Arrivé à la fin de la préparation Cagne, il néglige le concours d'entrée à Normal Sup, où il ne veut en réalité pas se rendre, et il obtient simplement une licence en lettres à la Sorbonne. Il est alors, durant sa vie de jeune adulte, un grand voyageur. En témoigne son livre à succès publié en 1924 qui s'appelle « En Chine », salué par toute la critique. Il devient ensuite journaliste et il collabore dans le journal Le Nouveau Siècle de Georges Valois, puis il travaille au Courrier Royal où il fréquente notamment Bernanos. Il se rapproche de l'Action française, il se rapproche du Parti populaire français de Doriot, et avant la guerre, il est partisan d'un rapprochement franco-allemand. Quelque part, c'est un Européen avant l'heure, un véritable Européen avant l'heure. Il devient ensuite ministre de l'Éducation nationale sous le gouvernement de Vichy, et à la Libération, il est condamné à la peine de mort et s'exile en Espagne, à Madrid. Sa peine est commuée en 1960, mais ça ne le fait pas pour autant rentrer au pays. Il reste à Madrid, où il meurt 8 ans plus tard, en 1968. Les modérés est son ouvrage majeur. Il est salué par tous les bords. Abel Bonnard devient un membre de l'Académie française, et ce livre est publié en 1936. C'est lui que nous allons aborder maintenant. Qu'est-ce que c'est qu'un modéré ? Et pourquoi Abel Bonnard a-t-il appelé son essai de cette manière ? On peut voir sur la couverture la très belle et très éloquente illustration de Marie. On y voit une Marianne géante couchée, avec devant elle un petit bonhomme à genoux, lui offrant un bouquet de fleurs de lys. Eh bien, c'est exactement ça, puisque l'expression modéré est en fait une référence directe à la Révolution française. Un modéré, c'est un partisan monarchique, ou du moins un partisan de la France réelle, au moment de la Révolution de 1789, qui subit les constitutionnels issus des États généraux de 1789 et du serment du jeu de paume, puis qui subit les Girondins de la législative qui déclarent la guerre à l'Autriche, malgré le fait que le renversement des alliances ait été la meilleure solution. C'est aussi un homme qui résiste un peu plus tard aux septembriseurs par l'habilité, et qui subit ensuite de plein fouet la Convention nationale et la Commune de Paris, dirigée par la Montagne, c'est-à-dire par le parti de Marat, Robespierre, Danton et Saint-Just. C'est-à-dire que c'est un homme qui prend part aux choses politiques, qui n'est pas d'accord avec ce qui se passe lors de la Révolution, mais qui n'hausse jamais le ton, qui ne met jamais ses idées en pratique, et qui simplement essaie de survivre.
C'est un homme qui attend. C'est un homme qui est dans l'opposition, mais dans l'opposition parlementaire. Jamais dans l'opposition violente. Il oppose à la violence les mots. Il n'est pas capable de réellement se lever et d'aller imposer ses idées. Aujourd'hui, un modéré, déjà il n'y a quasiment que ça dans la politique politicienne, et le meilleur exemple, le plus éloquent, ce serait la droite molle type François-Xavier Bellamy. Plein d'amour pour la France, philosophe, capable sans doute de penser aux meilleures idées pour redresser le pays, mais manque de volonté, manque de caractère. Simplement un critique du système sans jamais aller jusqu'au bout de la critique qui amènerait à la révolte. Un modéré bénéficie trop du système politique en place pour réellement aller au bout de sa critique. Il en vit, il est un fonctionnaire, il est embourgeoisé quelque part. Voici comment Abel Bonnard en parle. Après ces élections de 1919 qui montrèrent le néant des modérés, en leur restituant une importance qu'ils ne purent pas soutenir, j'entendis un des plus notables d'entre eux dire un jour à la tribune de la Chambre, pour définir son parti. « Nous sommes des Girondins ». Se souciait-il d'indiquer ainsi une ressemblance de doctrine entre ses amis et les hommes de la Gironde ? En aucune façon. Ce qui le fascinait en eux, si singulier que cela paraisse, c'était leur défaite. Ce modéré enviait aux Girondins la couronne de louanges qu'une littérature sans véracité a posée sur leur tête coupée, et il ne demandait qu'à faire, lui aussi, pourvu qu'il ne lui en coûtât pas si cher, figure de victime décorative. Fin de citation. Cependant, ces modérés sont peut-être les derniers représentants politiques qui ont réellement un amour de la France et qui, une fois réveillés, pourraient faire quelque chose. Nouvelle citation. « Ce n'est que dans des cas extrêmement rares. Il ne suffit pas que le danger soit terrible, il faut qu'il soit évident. Il n'en reste pas moins qu'ils sont alors les seuls à qui l'on puisse demander encore de sacrifier l'intérêt de leur parti à celui de la nation. Dans les prisons de la politique, ils sont les seuls à qui le fantôme de la France apparaisse encore par moments pour les troubler dans les tristes choses auxquelles ils consentent, ou parfois même pour les empêcher de les faire. Alors, si telle est l'imminence du péril, qu'il exclut les raisonnements, bannit les excuses et les arguties, ces hommes, presque détruits, ressemblent un instant à des Français réveillés. » Fin de citation. Ces Français réveillés, ces modérés ramenés à leur premier rôle politique, on peut les comparer justement, pour revenir à la Révolution française, à ceux que l'on nomme les thermidoriens, c'est-à-dire ceux qui, après 24 mois de terreur organisée par le Parti de la Montagne, et notamment par Robespierre, décidèrent d'enfin être capables de contenir les émeutes parisiennes par une organisation drastique pour pouvoir enfin condamner Robespierre et que le 9 Thermidor ait lieu pour que la France respire. Cet essai est donc très instructif et important pour la construction politique et intellectuelle de demain, puisqu'il décrit à la fois la thèse de ce que nous sommes aujourd'hui trop modérés, et il est à la fois l'antithèse de ce que nous devons être. Effectivement, nous avons chacun un travail à faire sur nous pour réellement prendre les actions nécessaires au renversement du pouvoir. Enfin, il s'agit réellement d'un livre d'une qualité littéraire exceptionnelle. Ça se lit extrêmement bien, c'est très très bien écrit, très agréable à lire. Et donc, pour toutes ces raisons, à la fois politiques et esthétiques, à la fois morales et politiques, je vous invite à en prendre connaissance.